Bienvenue dans cet épisode où j'accueille Juliette. On parle de Naples, de Beyrouth, de liberté, de poésie et que vous dire de plus? Ça m'a donné envie d'écrire. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Moi c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Et j'ai vu que vous alliez faire un atelier avec Gabriel, là, Ouais, un atelier d'écriture. C'est ouais, trop ouais. cool ça. Il squatte un atelier que j'ai donné une fois à Concarneau, Trop euh, bien. grâce à une écrivaine qui est chouette, qui s'appelle Julie Neveu, qui écrit de la Ok. poésie et des haïkus, qui bosse par ailleurs dans ce centre à Concarneau. J'espère que je dis pas de bêtises, elle fait des soins thérapeutiques, y Ok, compris trop bien. via l'écriture. Et, euh, et en fait, elles sont un petit groupe, je crois qu'il y a que des femmes qui viennent écrire un lundi sur deux. Et en fait, c'est assez chouette. Tu vois, c'est sur une mezzanine, on est au calme, il y a de la lumière partout, il y a des livres, c'est décoré, et juste t'arrives et elles sont trop contentes, ces dames, d'écrire pendant toute la journée en fait, pas juste 2 heures, t'as vraiment l'impression que le temps s'étire. Et enfin, mon premier atelier avec elles, en tout cas, c'était vraiment très détendant, très relaxant, au-delà alors peut-être parce que moi, j'écrivais pas. Parce que d'habitude, pendant Ok. les ateliers d'écriture, j'essaye d'écrire un petit peu, mais là, non, je guidais. Et donc elles m'ont proposé de revenir et comme j'ai une dédicace le lendemain avec Gabriel, ben, voilà, je lui ai proposé sur Putain, l'initiative. On va voir. c'est trop cool en vrai de le faire à deux. En plus, ça va être sympa. Ouais. Vous avez comment toi quand tu l'as fait, comment t'abordes ces ateliers? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire? Euh, je suis Euh, hyper curieux. ouais. Là, enfin, alors moi je prépare toujours les ateliers d'écriture. Au moins, Ok. alors j'essaye d'avoir le thème au dernier moment, vraiment la contrainte au dernier moment, parce que sinon, comme j'écris avec mes participants, bah, en fait j'ai le temps de préparer, c'est moins Ouais, drôle. tu triches entre Bah guillemets. ouais, exactement. Alors des fois c'est nécessaire et du coup bah, ce que j'écris c'est pas souvent des bons textes, ça fait c'est très mécanique. Et là, je pense qu'on n'aura pas le temps d'écrire. Donc je suis plus détendue pardon, pour l'aborder. Et donc on a ce thème voyage intérieur-extérieur. En fait on voulait partir de la collection Voyage-Voyage dans laquelle on écrit, voilà. Ouais, ça fait Mais sens. en se disant on va aller au-delà, moi ce qui m'intéresse c'est le voyage au-delà du livre et le voyage que tu fais en tant que écrivain, mais dans le sens personne qui écrit, donc y compris nos participants, et tout ce que ça te pousse à faire en fait comme recherche, comme démarche perso, d'écrire en fait. Ça va bien au-delà de juste le rendu à la fin. Donc on a réfléchi dans ce sens-là, on a commencé à structurer un peu la journée. Et on a des idées voilà, pour aborder. On va se servir en fait de textes d'autres auteurs, je pense, pour ouvrir la porte. Et Hmm, après, on leur donnera la contrainte et on trop devrait bien. répondre. Ouais. Trop bien. N'en dis pas plus du coup Mais, pour garder le secret, mais ouais, c'est trop cool. Moi, j'avais lu un livre là qui m'avait hyper inspiré, qui est d'ailleurs en haut, bon, tu dois pas très le voir, mais un livre de Jeanne Bonhammer qui s'appelle Vers l'écriture. Et franchement, c'est un livre. C'était une dame qui a donné énormément d'ateliers d'écriture. ouais. Et ce petit bouquin est tellement inspirant. Je me rappelle au début, quand c'est ma mère qui me l'avait offert au moment où j'avais lancé le coaching, tout ça. Et je me rappelle, genre, lire les premières pages et tu sais, surligner plein de trucs Ouais. et d'être tellement submergé par ce que le livre transmet que tu sais, t'arrives presque pas à le lire, tu vois. Et du Ouais. coup, je l'avais fini après il y a plus longtemps. Mais du coup, je porte un tout autre regard sur les ateliers d'écriture et sur ce que ça permet. Donc, c'est trop cool que vous fassiez ça avec Gabriel. Ouais, ça va être chouette. J'ai hâte. C'est trop bien. Et du coup, pour faire le parallèle, donc la thématique du voyage, effectivement, toi, tu es dans une collection de maisons pop qui explore je dirais, ce que sont les villes ou les endroits. Et donc, t'as écrit sur Naples. Et je me rappelle que dans notre première tentative d'enregistrement vaincue par les problèmes de connexion, mais tu m'avais parlé d'un truc qui m'a fait cogiter depuis un moment.
Du coup, je te partage tout ça et puis après tu me diras tout ce que Ouais, t'en ouais, penses et vas-y, tu me vas-y. parleras un peu plus de Naples. Tu m'avais partagé de Naples comme presque une personne à part entière qui porte plein de choses, etc. Et c'est marrant parce que je me suis observé euh, essayer de faire la même chose avec les villes que j'avais connues, tu vois, et de voir, ok, Agen, Lyon, Stockholm, New York, tu vois, comment je les représenterais dans l'imaginaire, dans mon imaginaire, et je trouve ça trop intéressant, et tu te rends compte qu'en fait, il y a vraiment des particularités que tu as tendance peut-être parfois un petit peu à oublier. Euh, et je voulais savoir, du coup, là, je t'emmène du coup sur le Mhm. terrain de Naples, Oui. mais euh, qu'est-ce que c'est Naples, tu vois? Comment tu la représenterais du coup? Ah, c'est drôle comme question. Autant là, t'as dit New York, j'ai une réponse directe, parce que pour y être allé une fois, c'est extrêmement bruyant. Et je me suis toujours dit que si j'y retournais, il faudrait que j'ai du Doliprane avec moi. Elle fait du bruit, cette ville. Enfin, elle est bavarde, si on devait la personnifier. Naples, je sais pas, c'est une femme un peu plantureuse, euh, sulfureuse aussi, très généreuse. Tu sais, je sais pas, une femme qui te prend dans son giron et qui te protège, qui partage son histoire avec toi, qui te transmet sans trop te dire qu'elle te transmet, mais en fait, tu te rends compte après avoir passé du temps avec elle ou dans cette ville qu'en fait, il y avait plein de trucs à apprendre et que t'as pas du tout fini en l'ayant vu qu'une seule fois. Euh, toujours dans l'idée où c'est une femme, je la vois très grande, un peu comme le Vésuve, je pense, tu vois, sa robe. Enfin bon. Hmm. Euh, je pense qu'elle est assez pudique aussi. Parce que je trouve que les Italiens, malgré l'image qu'on en a voilà, très ouvert, très sociable, très bruyant, très joyeux, je pense qu'ils sont assez pudiques, en particulier voilà, autour de leur histoire ou de l'histoire de leur pays ou de leur ville. Alors après, est-ce que c'est parce que j'ai travaillé sur les 4 jours de l'insurrection que j'ai l'impression que cette population-là, elle est humble et ouais, bah, du coup, j'ai l'impression que Naples est une ville humble je sais pas, qui mériterait d'être bien plus mise en lumière que ce qui est le cas actuellement. Hmm. J'adore, j'adore l'image que t'en donnes. Je sais pas pourquoi moi ça me parle trop de, de personnifier peut-être Ouais. les concepts comme ça qui le sont pas forcément. Comment ça t'a pris l'idée, l'envie de d'écrire sur Naples et d'aller du coup creuser vers cette humilité, cette histoire pas forcément transmise au premier abord. Alors, je voulais, enfin, c'est un regroupement de plusieurs choses. J'ai toujours voulu écrire sur Naples, sans jamais avoir spécialement d'idées, mais j'avais des idées sur une histoire familiale italienne, plutôt inspirée de, enfin, ma belle famille. Parce enfin, voilà, il y a des histoires de famille comme ça qui marquent et qui méritent d'avoir de la place. Et puis j'avais les idées comme ça, mais sans jamais me lancer. Et puis il y avait cette collection, donc Maison Pop, Voyage Voyage, que je commençais à découvrir, mais dont en fait je connaissais l'existence depuis un moment pour avoir papoté avec ces auteurs, dont Gabriel, mais aussi Magali Discours et Marie, elle a deux noms, Marie Joudino ou Marie Rouleau-Dugage. Et en fait, j'ai connu un petit peu les coulisses, on va dire, de la création de Voyage Voyage, portée par Virginie Fuertes, l'éditrice. Et à l'époque, quand j'en discutais avec Magali Discours, elle me disait ah, bah, tu devrais la contacter, t'as écrit un livre où Beyrouth est centrale quand même, où Beyrouth est un personnage, mais pour le coup, maintenant que j'ai du recul, qui n'entre pas du tout dans cette collection, peu importe. Et Magali me dit bah, tu devrais lui écrire, ça peut l'intéresser, elle recherche des livres sur le voyage. Ce qui fait, je sais même pas si elle recherche tellement, à mon avis, il y a deux propositions, mais je repense à Naples, là, la fin d'année 2025, en me disant quand même, j'aimerais bien écrire un truc dessus. J'ai un manuscrit qui est en cours, mais je peine. D'abord, personne n'en veut. Je sais pas quoi en faire. Je l'aime bien et des fois, je sais qu'il faut le retravailler. Il me prend la tête et je le mets de côté et je me dis, ok, il me faut un nouveau projet. Je vais écrire un truc sur Naples et je vais contacter Virginie Fuertes. Elle va se souvenir de moi, on a parlé de Beyrouth. Je pense qu'il n'y a pas 50 000 écrivaines qui lui ont proposé un projet sur Beyrouth. Et je demande à... En fait, c'est un concours de circonstances. Je demande à Gabriel, est-ce que tu sais si quelqu'un s'est positionné sur Naples?
Et il est très généreux, très impulsif. Il me dit, bah attends, je vais demander. Et en fait, c'est pas, attends, je vais demander si tu veux, c'est je demande. Et donc 5 minutes après, il a la réponse de personne n'écrit sur Naples, je pense. Peut-être vous avec Magali, parce qu'elle aime écrire sur l'Italie, tout ça. J'ai la confirmation que personne n'a écrit sur Naples. Je me dis, ok, il y a vraiment un truc à faire. Si je voulais écrire sur Naples, où est-ce que j'irais? Histoire de femmes, Seconde Guerre mondiale, ça fait longtemps que j'ai dans la tête aussi, que je veux écrire sur le sujet, mais pas sur l'histoire de la France. Enfin, j'ai envie d'aller sur un autre terrain. Et puis, tu vois, le tout faisant, je commence à faire des recherches, je me dis, ah tiens, c'est marrant, j'avais pas vu ça en passant à tel endroit. Ah tiens, ce monument-là, ouais, je savais pas du tout qu'il était relié aux 4 jours de l'insurrection, je savais même pas qu'il y avait 4 jours d'insurrection. Et en fait, en cherchant, je me dis, il y a un truc qui est en train de se faire. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Je vais écrire une histoire sur une résistante qui n'est pas très connue, mais dont en fait après mes recherches je vais découvrir qu'elle est quand même bien connue à Naples en tout cas. En Italie je sais pas, dans le monde peu, mais à Naples oui. Et en fait je propose ce projet-là à Virginie Fuertes, mais tu vois, en lui faisant un mail de j'ai une idée, ça parlerait de ça donnerait à peu près ça, ce serait ce contexte. En gros, si ça vous plaît, je peux proposer un synopsis, un plan, enfin ça commence à se détailler pour moi. Et elle me répond assez rapidement, 1 semaine ou 10 jours, quelque chose comme ça. Dans le monde de l'édition, c'est quand même très rapide. Et en fait, moi, pendant 10 jours, ça s'était construit dans ma tête. Et j'en étais à... Il faut absolument qu'elle adhère à mon projet. Je pense que c'est pour ça que j'ai travaillé vraiment fort pendant 10 jours. Parce que sinon, quelqu'un d'autre va prendre Naples. Et là, je serais dégoûtée. Et donc, voilà, comment j'en suis arrivée à écrire sur Naples, en fait. Juste... je connaissais la ville, évidemment. Enfin, je veux dire, j'ai pas choisi Naples au hasard. J'y suis allée plein de fois. Le petit plus, c'est que c'est une ville, mais je te le disais la dernière fois, qui ressemble beaucoup à Beyrouth. Et voilà, moi j'ai été à Naples à un moment donné de ma vie où j'ai pas pu aller à Beyrouth, et il y a cette familiarité, cette décharge émotionnelle qui a pris beaucoup de place dans le coup de cœur pour cette ville. Donc tout ce truc-là se rejoignant, voilà, sachant que le roman dont personne ne veut pour le moment, c'est Beyrouth 100%. Donc je pense qu'il y avait un truc... Il y avait un truc qu'il fallait que je règle, j'en sais rien. Quelque part, les choses se déroulent toujours dans le bon sens à la fin, quand on le regarde de manière rétrospective. J'adore ton partage, c'est vraiment le cocktail, tu sais, qui est magnifique en écriture, tu vois. Il y a beaucoup de personnel avec ce que représente Naples pour toi par rapport à Beyrouth. Il y a aussi le concours de circonstances des rencontres avec Gabriel, et puis hop, la connexion comme ça, et puis le bon moment, et puis le fait que parfois il y a aussi le fait que bah oui, effectivement, personne avait commencé à écrire sur Naples dans cette collection, et hop, et puis à la fin le livre sort. C'est trop cool. Et franchement, pour le coup, cette expérience, elle est très 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 intense, hein. Ça s'est passé entre octobre et rendu de manuscrit fin février, donc ça a été hyper dense. C'était un gros challenge, parce que je me disais, mais en fait, cette éditrice, elle me fait confiance. A priori, elle m'a jamais lu. Enfin, est-ce qu'elle se souvient seulement de ce que j'ai envoyé sur Beyrouth, tu vois? Enfin, je me disais, il y a un gros défi. Il y a d'autres livres qui marchent très bien dans cette collection, qui sont... Donc je les ai tous lus, sauf celui sur l'Italie. Je l'ai lu après avoir écrit le mien, pour pas être influencée. Mais je me disais, c'est quand même vachement bien ce qu'ils ont écrit. Ces auteurs-là, c'est des plumes, c'est pas un guide touristique, enfin, il y a une histoire, il y a de la poésie, il faut que je sois à la hauteur. Donc je pense que je me suis mis aussi un gros challenge derrière, et ouais, la magie de l'écriture a opéré, vraiment, c'était transcendant. Enfin, c'était tous les jours, il faut que j'aille au bout, c'est moi qui signerai Naples. Et alors j'entends du coup qu'il y a cette volonté vraiment de dire, ok, j'ai envie de que ça soit moi qui signe Naples. Qu'est-ce qui te permet de tenir, parce que octobre, février, du coup ça fait 5 mois, donc c'est quand même franchement c'est efficace, on va dire. Qu'est-ce qui t'anime là au quotidien pour y retourner comme ça tous les jours sur les 5 mois là? Ah bah clairement le chronomètre, hein. Enfin c'est parce que je sais à quel moment il faut que je rentre, que je suis, parce qu'il y a quand même des temps où il y a quand même des fois où je me dis là ce serait bien que j'écrive, et où j'y arrive pas, parce que c'est pas non plus tout le temps sur tout le monde, enfin tu sais bien. Mais j'ai eu vachement de soutien aussi de la part de mon compagnon. Voilà, je suis arrivée avec ce truc de je vais écrire un roman en moins de 6 mois, je suis hyper exaltée, il me faut de la place.
Et, et donc ce soutien-là aussi faisait que voilà, ça y est, je commençais à en parler. Puis j'avais signé un contrat. Enfin, c'était pas juste entre moi et mon syndrome de l'imposteur ou ma page blanche ou ce qu'on veut. Il fallait que j'y retourne. Et chaque fois que je recommençais à bosser dessus, parce qu'au début c'était beaucoup de phases de recherche, à chaque fois je découvrais de nouvelles choses, je voyais de nouvelles vidéos, je tombais sur de nouveaux livres à lire, et en fait c'est hyper stimulant. Enfin, c'est une drogue. J'avais tous les jours envie d'y retourner. Alors j'ai un boulot de rédactrice à côté, du coup j'ai inversé la tendance. Je faisais ma rédaction genre dans la nuit pour être sûre que dans la journée en fait, je faisais pas ma rédaction si j'avais pas écrit Naples. Sauf que si je fais pas ma rédaction, je gagne pas ma vie a priori. Donc voilà, je me suis moi-même mise dans un truc où je sortais pas la tête de l'eau. Mais hyper enthousiasmant, pas du tout. Enfin, j'étais pas dans les limites ou quoi que ce soit. Ouais, je te sens. De toute façon, je te sens pleine d'énergie quand tu racontes ce passage. C'est marrant parce que tu vois, c'est toujours ce truc de quelque part, tu commences par faire vraiment le truc le plus important pour toi, et après tu fais tout le reste. Et c'est vrai que moi, je suis un peu comme toi. J'aime bien écrire au début de la journée, mais pas tellement. Ok, t'es matinal, tout ça peut-être, mais c'est surtout parce que après tu peux passer tout le reste de la journée sans te dire, putain, il faut absolument que j'écrive aujourd'hui, quoi. C'est et ça. t'as quelque part cette légèreté qui vient du fait que, ok, aujourd'hui t'as la sensation d'avoir avancé sur ce qui compte vraiment, quoi. Ouais, sur ce qui a du sens. Et à l'inverse, hein, les journées où ça n'a pas été possible, parce que je pense que j'ai fait maximum 3 jours sans toucher à Naples de suite, en me disant non, là ça fait 3 jours, il faut que je m'y remette. Mais ces jours-là, c'est de la frustration. Du coup, c'est pas un état qui est agréable. Déjà, dans la vie normale, au quotidien, trouver le temps d'écrire et de pas avancer comme on veut, je trouve que c'est frustrant. Mais je pense que je suis pas la seule à ressentir ça. Mais là, en plus, avec la deadline, ouais, c'est vraiment pas agréable. Là, en ce moment, sur ce que j'écris, si j'ai pas trop le temps, c'est pas dramatique. Voilà, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que chaque livre est toujours différent sur ce sentiment-là. Il y en a certains, effectivement, c'est extrêmement frustrant de se voir le temps accaparé par autre chose. Et c'est effectivement, t'es clairement pas la seule. On est beaucoup dans ce cas-là, et j'en vois beaucoup. Et justement, de quelque part gérer le temps où t'écris pas est presque a presque plus d'enjeux que de gérer le temps où t'écris, quoi. Ouais. Et pour justement canaliser cette frustration. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais commencé par faire beaucoup de recherches et que tu ouvrais une porte et que ça t'en ouvrait plein d'autres. Comment tu arrives à trouver l'équilibre, tu vois, en te disant ok, là j'ai suffisamment de recherches pour écrire. Est-ce que tu fais des allers-retours en disant ok, j'écris un peu puis je vais voir les infos qui me manquent? Comment tu fonctionnes, toi, en termes de pêche aux infos, je disais, pour pas tomber aussi dans la procrastination active de dire moi je fais que des recherches pendant 10 ans, quoi. Oui, ça a pu être un écueil quand même. J'ai fait des recherches, je vais dire, j'ai fait peut-être 80% des recherches pour avoir le contexte, pour être immergée dans ce que je voulais raconter, sachant que j'avais l'histoire, l'idée, le synopsis et le déroulé quand même assez clair rapidement. Et puis je suis passée des recherches au plan. Moi, je suis de toute façon très carrée quand j'écris, donc j'avais un plan très détaillé, donc je savais à quel moment j'aurais besoin de quelles infos historiques. Et il y a un moment donné où je me suis dit ok, j'en ai un peu marre en fait là de faire des recherches, même si c'est génial. En fait, si j'ouvre 50 000 portes, je vais pas m'en sortir. J'ai envie de commencer à écrire. Et en écrivant, en fait, c'est l'impression que c'est un truc un peu sans fin. J'écrivais un peu, il me manquait une info. Ok, j'allais dans mes propres recherches, ce que j'avais noté. Bon, j'ai suffisamment ou j'ai pas suffisamment. Allez, j'ai suffisamment, faut que j'avance. Et en fait, j'ai dosé comme ça un petit peu à chaque fois, et je me suis retrouvée finalement à avoir un manuscrit mélangé à mes recherches. J'avais de la rédaction, il faut creuser ça, donc du coup des passages blancs, mais j'ai quand même envie de continuer à la rédaction, donc en fait toute l'histoire fictionnelle et tout ce qui est imaginaire, c'était presque le plus facile. Ça a tissé la grosse toile, on va dire. Par contre, après, pour que ce soit bien fini, là j'ai dû refaire une phase de recherche, donc c'était des allers-retours, mais c'était pas tellement entremêlé en fait. J'ai quand même eu des moments vraiment de rédaction et d'écriture plaisir. J'ai fait le plus gros avant, on va dire. Ouais, ok. Là, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment un enjeu, je trouve,
à chaque fois de trouver le bon équilibre entre ok, j'ai effectivement besoin de faire des recherches. Et bon, voilà, moi, à la fin, j'ai la sensation que cette question de calibration, c'est toujours ok, qu'est-ce qui me manque là pour écrire? Si c'est vraiment une information de contexte, bon bah ok, va sur l'information de contexte. Mais si en fait c'est rien, bah écrivons quoi. Et puis C'est ça. derrière, si c'est un autre truc, je sais pas, une peur, un blocage, et après tout ce que tu disais, hein, un poster, page blanche, ça peut être plein de choses. Chacun trouve ces choses-là. Mais mais ouais, vrai enjeu, ça le, de bien doser le contexte. Mm. Mais je me mettais, donc j'avais une contrainte temporelle, je devais rendre mon manuscrit fin décembre. J'ai un peu débordé, mais globalement c'était ça l'idée. Et moi-même, je me disais, ok, il faudrait qu'à la fin de la semaine, j'ai quand même que j'ouvre un fichier Word satisfaisant en me disant, il y a quand même une histoire qui a commencé à être écrite. Ça je voudrais le voir pour vendredi prochain, par exemple. Dans 3 jours, j'aimerais bien me dire que telle période ou tel événement historique où je dois aller fouiller, bon, j'ai fait l'effort d'aller fouiller. Enfin, je me mettais aussi des petites deadlines comme ça, pour garder le cap, parce qu'effectivement, sinon je pourrais regarder 50 000 vidéos de suite sur la famille de Maddalena Ceradzuolo en me disant ah c'est super, et puis à la fin me dire ouais mais bon, je vais rien en faire quoi. Enfin c'est pas je vais rien en faire, ça fera forcément quelque chose, mais Oui, c'est après le juste nécessaire dont tu as besoin pour écrire le livre et transmettre le message que tu as envie de transmettre. Le, la dame dont tu as cité le nom et que j'oserais pas reprononcer, Maddalena. Madalena, Léna. ouais. Ouais. C'est celle qui inspire Anita, c'est ça? Ou je dis une bêtise? Alors c'est la résistante, la vraie de vraie, napolitaine, dont Anita est fan entre guillemets. Anita Ok. c'est une thésarde, alors c'est pas une historienne mais c'est une férue d'histoire, et quand elle décide d'écrire une thèse sur les résistantes italiennes, elle se passionne pour 3 femmes, dont Maddalena Ceradzuolo, qui est celle qui va la fasciner le plus, et c'est pour ça qu'elle se dira ok, ma thèse est écrite, mon oral c'est pas tout de suite, je me paye le luxe d'aller à Naples et je vais marcher sur les traces de mon héroïne. C'est ça le point de départ. Et en fait, Hmm. ce point de départ-là, c'est moi ce qui m'a fasciné dans l'histoire. En fait, quand je suis tombée sur ce personnage, Maddalena, je me suis dit, non mais il y a un truc de fou à écrire autour de l'histoire de cette femme. Euh, et de nouveau une histoire de dosage. Elle va être l'inspiratrice d'Anita, mon personnage principal par laquelle je vais raconter. Mais elle m'inspire moi aussi très très fort. Donc il faut que je trouve le bon équilibre entre ce qui moi là est en train de m'émoustiller et ce qui va vraiment plaire et intriguer un lecteur parce que tout le monde ne va pas se trouver hyper intéressante l'histoire de Maddalena. Enfin, il y avait un C'est enjeu comme ça aussi. Ouais, ça c'est pas forcément évident c'est entre le plaisir, le kiff de l'auteur et en fait savoir ce qui le lecteur s'en fout un peu, mais et comment tu fais toi pour est-ce que t'as un truc pour te dire ok non là je suis dans le là c'est le kiff de Juliette là ça va trop loin. Je crois que je sais pas trop le faire. En fait, déjà, je déteste retirer des passages de mes Hmm. romans. Donc, quand ils reviennent, par exemple, avec Les Retours de Virginie, où elle me dit, bah là, je me souviens de ce commentaire, c'était, peut-être que ça, on doit le supprimer, ça fait un peu, c'est un effet un peu too much. Oui, t'as raison, mais quand même, ça m'ennuie. Et donc, Mais je me dis, bah ouais, mais ça, c'est la partie que j'ai inventée. Je trouvais, enfin, en plus, j'aimais bien ça. C'était une anecdote toute bête où j'inventais un truc, peu importe, mais où je me suis dit, c'est vraiment dommage de l'enlever, même si Maddalena ne l'a pas fait en vrai. Et je me disais, ouais, mais en vrai, cette scène, elle me fait plaisir à moi. C'était une scène un peu, enfin, c'était une scène complètement romanesque d'un baiser avant une attaque. Pardon, il y a du bruit. Une attaque par un soldat allemand. Enfin, c'était très romantisé aussi dans ma tête. C'est pour ça que cette scène, elle me plaisait. Et là, je me suis bien rendu compte en relisant qu'effectivement, on n'avait pas besoin. Enfin, elle n'est pas nécessaire, elle apporte rien. Bon, bah, elle me fait plaisir à moi, je la garde dans un brouillon et puis voilà. Et, c'est là que tu vois à quel point c'est précieux d'avoir des gens qui viennent à un moment mettre un œil différent sur ton texte. Parce que, alors, tu vois, moi à chaque fois je fais bien la distinction, ok, avec l'intention personnelle que tu as. Je précise pour les gens qui nous écoutent, tu vois, ouais. de
de dire ok, si t'écris avec la volonté d'être publié par une maison d'édition, comme c'était ton cas, en plus là t'avais la maison, donc t'as la direction de la maison, t'as la ligne éditoriale, donc t'es obligé de t'inscrire dans cette intention globale et donc de quelque part mettre de côté parfois, comme tu disais là, le kiff de Juliette, quoi. Et c'est important de savoir, d'avoir ça en tête au début quand on commence, parce que si on a profondément envie d'écrire ce livre pour nous, et qu'on a aussi profondément envie de l'écrire pour une maison d'édition, c'est pas que c'est incompatible à la fin, c'est juste que marcher sur les deux chemins en même temps quand t'es dans l'acte d'écrire, c'est super dur, parce que justement ce dosage, en fait à un moment, comment tu décides? Si ce passage tu l'aimes, ça répond bien à ton intention personnelle de je veux l'écrire pour moi, mais si ton intention c'est d'être publié par telle ou telle maison d'édition, et peut-être que c'est plutôt là il te dit plutôt de retirer le passage, et cet équilibre là il est pas forcément évident à trouver, et du coup quand t'es dans le cas en plus avec l'intention d'être publié par une maison spécifique, là en l'occurrence oui, le regard de l'éditrice il est très précieux et il te permet de prendre beaucoup de recul, quoi. Oui, puis là, il y avait aussi le fait que, enfin, je m'engageais aussi à ce que ce soit de la co-construction. C'est-à-dire qu'on était à deux dans cette histoire-là. J'écrivais bien sûr, mais je savais que derrière j'avais le backup. Elle recadrait à chaque fois. Enfin, à chaque fois, c'est pas tout à fait ça. Elle sait elle a une idée de ce qu'elle s'attend à lire. Je dois remplir cette idée, je le sais. Et il faut que je lâche prise sur le fait que il faut que je fasse confiance de toute façon. Mais je le ressens là parce que j'ai terminé un manuscrit ça fait plusieurs années que je suis dessus, je l'ai terminé, je l'ai envoyé à mes éditrices et j'ai tout fait toute seule. Et en fait là je me sens beaucoup plus vulnérable par rapport au texte que là où je savais qu'on attendait telle et telle chose de moi et que je cochais les cases ou pas. Mais à peu de choses près, ce que j'ai envoyé pour Naples, ça cochait les cases. Le travail, il est à la fois enthousiasmant et réconfortant. Il fallait que je sois à la hauteur, ça c'était mon stress, mais je savais que j'étais dans les clous. Et là, je repasse sur un autre format et ouais, je me dis, en fait, si ça se trouve, j'ai écrit quelque chose qui est que pour moi, qui me fait juste plaisir à moi. Et qui n'a pas d'intention. Et d'ailleurs, Gabriel m'a fait ma bêta lecture de ce texte-là, et il m'a posé la question, c'est quoi l'intention ? Et moi, j'arrive jamais à répondre à cette question-là. Ce à quoi il m'a dit, oui, mais Virginie, en l'occurrence, te la posera, mais tous les éditeurs la posent. Ouais. Et en fait, c'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas forcément évident à faire. Moi c'est je me permets comme ça me vient, tu vois. Moi je les trie toujours en trois, tu vois. L'intention personnelle, c'est-à-dire ok, pour quelle raison j'écris ce livre, qu'est-ce qui va changer dans ma vie, une fois que je l'aurai écrit, comment je me sentirai, donc vraiment un truc très intrinsèque, tu vois. Et puis un côté, ok, ce livre-là, qu'est-ce qu'il transmet comme message, s'il y avait 3 thèmes, ça serait quoi, et si ces 3 thèmes c'était des mantras, ça serait lesquels, et le personnage qui part de A à B, il passe de quelle phrase à quelle phrase. Tu vois, tous ces trucs qui permettent de faire le tri en fait dans les messages que tu as envie de faire passer. Et puis après, ok, à qui j'ai envie de parler, quoi. Et là, ça peut être, alors, à qui j'ai envie de parler, parfois elle est piégeuse cette question, parce que on a envie de dire tout le monde en fait. Moi j'ai envie que tout le monde lise mon livre. Du coup je pose la question inverse après pour les gens qui ont vraiment du mal à déposer ça, c'est ok, mais à qui t'as pas du tout envie de parler, tu vois. Et alors là parfois ça se détend un peu. Mais c'est intéressant, mais comme ça, ouais. Ouais. Mais tu sais que c'est en fait c'est assez fascinant parce que je commence à en avoir discuté avec beaucoup, notamment tu vois de primo-auteurs qui sont du coup dans la recherche d'accomplir ce rêve qu'ils ont depuis longtemps, et ils arrivent très souvent et avec ce côté un petit peu naïf, tu vois. Mais je le dis pas de manière méchante, je trouve ça très touchant au contraire. Et de dire oui, non mais c'est très clair dans ma tête. Et justement quand tu commences à creuser cette histoire d'intention, de ok, pourquoi c'est important pour toi, et qu'est-ce que tu as envie de transmettre et à qui tu as envie de parler, et là en fait tu te rends compte que les mots ont plus de mal à sortir, parce que parfois aussi ça porte des choses qui touchent à la vulnérabilité intérieure et que c'est pas forcément évident de mettre des mots dessus. Et quand tu creuses et que tu creuses, tu vois que c'est pas forcément très clair. Et au contraire, à la fin, quand ils ont posé ça, ils ont un sentiment d'avoir sorti la tête du brouillard, quoi. Ouais. Et ça, effectivement, c'est un travail. Bonne question de Gabriel. Mais parce que je pense aussi que quand il y a quelque chose comment dire, d'un peu
un peu, un peu bipolaire. Enfin, je sais pas du tout le mot qu'il faudrait employer, mais il y a un truc de j'écris ce truc-là, ça sort de moi, je sais pas pourquoi. Ça sort de cette façon-là. Par contre, ce que je sais, c'est que j'aimerais bien accomplir mon rêve de le publier, mais quand on me pose plus de questions, bah, de nouveau, ça touche à mes tripes et je les vois pas, donc je ne peux pas te dire voilà ce qui m'anime. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très à côté de soi aussi. Je crois même que ce serait triste si j'arrivais, enfin pour moi, hein, c'est perso, si j'arrivais à dire, en fait, je veux l'écrire pour, allez, tel lecteur pour faire passer tel message. Ça m'enfermerait, en fait, non, c'est tellement plus drôle d'entendre les gens dire ah bah moi je l'ai lu et je me suis retrouvée pour telle et telle raison. Que... De quelque part, pardon, désolé, je t'ai coupé. Non, vas-y. Non, je disais de quelque part d'accueillir plutôt la réponse plutôt que d'essayer de la trouver soi-même en avance, quoi. C'est ça? J'entends. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que dans la question quelle est l'intention de ce texte, il y a derrière, en tout cas quand c'est un éditeur qui pose cette question-là, il y a une démarche derrière déjà plus avancée d'un potentiel processus éditorial, d'une potentielle vente du roman. Et en fait, quand on écrit et quand ça sort la première fois, on n'y pense pas forcément. En revanche, quand il faut se poser pour l'écrire, cette note d'intention, bon, c'est pénible. C'est pas un exercice qui est marrant. Non, c'est clair. Bah, après, c'est là effectivement que l'intention personnelle aiguille aussi beaucoup. Ah mince, putain, il y a deux trucs qui me sont venus en tête en même temps. Et du coup, ça s'est télescopé et j'ai plus rien. C'était hyper intéressant ce que tu disais. Attends, je reconstruis mon fil de pensée. Vas-y. Tac. Oui, voilà, pardon. Tu disais quelque part, je préfère quand les gens viennent me voir et disent, ok, moi j'ai apprécié ce livre-là pour telle manière. Et moi, en fait, c'est ça que je trouve génial dans l'écriture, c'est que l'auteur peut poser toutes les intentions qu'il veut. Et en fait, à la fin, la magie, c'est que quand tu laisses de la place au lecteur, en fait, il en fait ce qu'il veut, quoi. Et il y a un truc comme ça, d'espèce de perte de contrôle, de lâcher prise, de création d'infinité à partir d'un seul truc. Chacun s'empare de l'histoire qui est lue et en fait la sienne, quoi. Et c'est ça que je trouve assez magique, c'est que t'as beau essayer de contenir ton histoire, tu vois, et la mettre dans une case, en fait, à la fin, tu décides pas, en fait. Ouais. Tu vois, le lecteur qui lit à la fin, il fait ce qu'il veut, quoi. Et ça c'est ça aussi qui est génial, quoi, forcément. C'est la magie de l'écriture. Ça me fait penser, j'ai accompagné, donc dans le cadre des ateliers d'écriture, j'accompagne aussi, peut-être que ça ressemble à ce que tu fais, des primo-romanciers qui veulent arriver au bout de leur rêve, de publier leur livre, ou en tout cas de le terminer déjà. Mais au moins, après de le publier, c'est une autre démarche, enfin en tout cas pour celui auquel je pense. Et du coup, dans les questions que moi je lui pose, dans les commentaires que je peux faire sur son texte, tout ça à mon échelle d'autrice, hein, encore une fois, pas du tout d'éditrice, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, c'est lui qui retournait la situation. C'est-à-dire qu'il a lu l'un de mes livres, le dernier Jasmin, et il me dit bah si je peux me permettre, moi à la fin, j'aurais bien aimé que tel personnage, on en sache plus, je trouve que t'as pas creusé assez et tout. Et en fait, je me suis dit, c'est génial parce que d'abord j'ai rien demandé. J'adore les retours. Moi, j'aime beaucoup les retours constructifs, évidemment. Les retours qui n'ont pas d'intérêt, voilà. Mais j'aime bien entendre ce que les gens en ont pensé. Et je me disais, c'est dingue qu'il ait fait d'un principe auquel lui avait pas pensé il y a quelque temps parce que il écrivait pour se faire plaisir, mais que maintenant il a une autre démarche, c'est d'aboutir et d'être publié. Il arrive à prendre pour lui ces questions-là et aller les chercher dans les textes des autres. Mais je pense pour mieux travailler lui derrière. Et c'était hyper intéressant parce qu'il jonglait vraiment entre... Je me permets, le prends pas mal, mais là je trouve que... Et je me disais, c'est génial parce que, ouais, peut-être que quand j'ai créé tel personnage, j'ai pas fouillé telle partie de son histoire parce qu'en fait je voulais pas la raconter. Mais que toi t'aurais bien aimé la lire. Exactement. Et c'est ça qui est magnifique en fait. Et puis après, là tu touches aussi à un moment de... effectivement, les textes peuvent pas être parfaits au sens de, en fait, si t'attends d'avoir traité tout, il y a quelque chose qui se termine jamais, quoi. Et à un moment, voilà, le point final doit être posé. C'est un enjeu pour certains. Je l'appelle moi l'enjeu de lâcher le bébé, tu vois. Et c'est marrant, ça dépend. Tout le monde n'est pas touché par. En tout cas, ceux que j'ai pu accompagner, tout le monde n'est pas touché par ça, mais certains oui. Et c'est ça qui chacun a ses enjeux, quoi, à la fin. Ouais. Tu parlais des retours.
Est-ce qu'il y en a un justement sur, alors que ça soit Naples ou tes livres d'avant, où justement tu t'es dit ah c'est fou, je m'attendais pas à ce qu'on me fasse parce que c'était pas forcément moi ce que j'avais voulu mettre ouais, un retour qui t'a peut-être un petit peu étonné particulièrement. Alors, il m'a étonné, en même temps c'était pas surprenant. Mon premier roman, donc maintenant s'appelle Et mon cœur a quitté la nuit, il est en poche chez Erol, mais au tout début c'est un roman qui vient de l'auto-édition, c'est un roman que j'avais écrit en hommage à mon père, qui du reste est toujours vivant, mais que j'avais écrit parce que je voulais raconter notre histoire libanaise, vraiment notre histoire à nous. Et donc je raconte l'histoire, je vais faire très bref, mais l'histoire d'un Libanais réfugié de guerre qui est obligé de quitter son pays parce que c'est la guerre et qui va se retrouver propulsé en Europe, donc un peu dans le choc des cultures entre guillemets, et qui va se retrouver tout seul, et à lui de recréer sa famille et de s'enraciner et tout ce que ça suppose derrière l'immigration forcée. Et moi j'écris ça, mais j'écris l'histoire de mon père. Du coup, dans une fiction, j'invente ce que je veux, je manie ce que je veux, mais pour moi c'est son histoire à lui que j'écris. Et puis ce roman, je l'auto-édite en novembre 2020, après les explosions du port de Beyrouth, en me disant si j'arrive à le vendre, et si j'ai des bénéfices, je les verserai à une association libanaise. Et donc j'entame tout un autre chemin d'engagement solidaire qui a été très beau pour le Liban, que j'ai plus le temps de mener, mais qui a été très beau. Et puis les premiers retours arrivent parce que la diaspora libanaise en France me soutient beaucoup, alors surtout à Amiens qui est ma ville de naissance à laquelle j'ai grandi. Et en fait les retours, parce que ça a été un puis un autre qui reviennent, c'est en fait t'as raconté l'histoire de ton père, mais tu sais que c'est mon histoire aussi, ou c'est celle de ma cousine, c'est celle de ma grand-mère. En fait je me suis rendu compte que j'avais raconté l'histoire d'un réfugié de la guerre de 75-90, et que derrière ce personnage-là que j'avais quand même personnalisé, puisque c'est a priori mon père, ou en tout cas un mélange de lui et de moi, et en fait je me suis rendu compte qu'il était universel et finalement entre guillemets banal, dans le sens où les Libanais m'ont beaucoup dit c'est beau d'avoir raconté cette histoire-là parce que a priori personne l'a raconté, ou pas comme ça, parce qu'il y en a plein des romans sur le sujet. Et ce qui est beau, c'est que je pourrais en parler à machin qui ont vécu la même chose. C'est ça qui m'a touchée le plus, de me dire au début j'avais juste écrit cette histoire pour mon père, puis ensuite je l'avais juste écrite pour essayer de verser des fonds à une asso libanaise, et en fait je me rends compte que j'ai parlé à des gens qui avaient vraiment vécu ça. C'est ça qui a été le plus fulgurant. Donc je me suis vraiment pris l'histoire des autres en pleine face. C'est beau de voir effectivement ce que tu disais, le côté ordinaire qui devient universel et donc un peu extraordinaire, quoi, dans la construction. Ouais. À l'inverse, je disais tout à l'heure, j'aime tous les commentaires, parce que je me dis que ça va me servir et que ça m'aidera à me perfectionner. Et il y en a un qui m'a fait énormément de mal, et qui pourtant avec le recul, et là maintenant il me ferait plus rien, c'était j'aime pas, personnage creux, histoire vide. Je me suis dit waouh, pas pour celui-là, c'est pas possible de me dire ça pour celui-là. En fait c'est tellement personnel que c'est violent, c'est hyper violent, et c'est pas du ça tout... c'est l'éternel enfin des commentaires comme ça, moi je trouve ça, on pourrait s'en passer, quoi, en fait, hein. Ah ouais, complètement. J'ai besoin du tout de le savoir. C'est un commentaire, moi tu sais je les range à chaque fois, t'as les commentaires positifs, négatifs, conditionnels, inconditionnels, tu vois. L'inconditionnel négatif, en mode c'est nul, t'es nul, ouais. Et ça ne sert personne, en fait. Ça en dit beaucoup plus sur celui qui fait le commentaire, d'ailleurs, que sur la personne qui le reçoit. Ouais. Mais ouais, non, ça c'est clair, et malheureusement il y a forcément un moment on est confronté à ça, mais ouais, et en plus quand on est conscient qu'on doit, moi je suis très consciente de ça, il faut que tes personnages soient authentiques, il faut que ton intrigue elle l'emporte, il faut que, et puis une fois que t'as mené le travail et que t'as un commentaire comme ça, tu te dis mince, je suis passée à côté du sujet, ou
Puis bon, après, voilà, ça passe qu'un commentaire parmi les autres. Ben, c'est Mais en ça. effet, c'est. Et puis c'est le côté aussi, tu vois, le pourquoi faire les gens à qui t'as pas envie de parler. Bah, tu vois, il y a un peu quelque part, tu retrouves toujours, tu vois, dans les. Alors ça marche surtout quand tu crains en avance, avant, quand tu crains les commentaires, tu te dis, ah mais imagine telle personne dit ça. Il fait, attends, décris-moi un petit peu la personne, elle ressemble à quoi là? Et tu vois qu'en fait tu l'as décrit et tu fais, mais attends, t'as envie de lui parler à lui? Il fait, ah bah non, pas du tout. Bah alors son commentaire, écoute, grand C'est bien ça. lui fasse. Et si par contre il te lit, tant mieux, hein. Ça veut dire que t'auras vendu Ouais. un bouquin, tu vois. Oui, oui, Et c'est ce que je me suis dit c'est, aussi. mais bon, c'est facile à dire ça quand t'es dans la posture justement Oui, du coach qui est pas touché par le commentaire. ouais, Ouais. c'est ça. Et je voulais te demander sur du coup, euh, euh, est-ce que tu sens une influence je dirais alors forcément, je vais pas la poser comme ça ta question, de tes origines libanaises, mais tu sais plus sur le rapport à l'écriture ou à la culture. Est-ce qu'il y a, tu perçois des choses différentes entre la France, le Liban? Un peu vaste comme Euh, question, mais ça m'intéresse toujours de voir ouais, les. non, non, c'est intéressant. Euh, je dirais en premier, ça va paraître très bateau, mais une forme de liberté de penser déjà et d'écrire. Alors, je pense à une autrice que j'adore qui s'appelle Joumana Haddad, qui est libanaise et qui a des origines arméniennes, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Livre des Reines, qui raconte son histoire familiale, l'histoire des femmes de sa famille pendant le génocide arménien. Et moi, j'ai découvert cette autrice par ce livre-là. Et je me souviens de m'être dit, si un jour j'écris comme elle, avec cette puissance-là, je considérais que j'ai tout accompli. Enfin, et puis j'ai eu de la chance, ça a été un hasard, et à la fois j'ai eu de la chance de rencontrer cette femme, de dîner avec elle, de faire une présentation commune de nos ouvrages qui n'ont rien à voir, mais donc d'échanger avec elle. Et Joumana Haddad, elle se décrit comme une femme arabe, libre, et il n'y a pas un mot pour ça, mais c'est pas décomplexé, enfin, c'est le sens de décomplexé, mais c'est pas comme ça qu'elle le dit. Libre et je sais pas, je trouve pas le mot. Et je lis d'autres choses, dont J'ai tué Scheherazade, qu'elle a écrit. Et en fait, dans ce livre-là, elle explique que elle a grandi et elle s'est émancipée à travers la littérature qu'elle piquait dans les bibliothèques de ses parents. Et qu'en fait, très tôt, elle a découvert des livres interdits, entre guillemets, qu'on ne verrait pas publiés au Liban. Des livres avec des scènes érotiques ou ou juste des histoires d'amour. Alors, on n'a pas du tout le même âge, elle et moi. Hein. Enfin, je sais même pas quel âge elle a, peut-être une cinquantaine d'années, j'en sais rien. Et je me disais, ah ouais, ça veut dire que quand elle avait 13-14 ans, elle est tombée sur des écrits, a priori pas trop de son âge, mais c'est pas grave, mais qu'elle, elle s'est dit, en fait, moi, je veux pas être juste une fille arabe, je vais être une fille arabe libérée, et c'est ce mot que je ne trouve pas, décomplexée, sexualisée, affirmée, enfin, et, et cette différence-là, moi je la ressens pas pour mon cas personnel, mais je la ressens dans mon écriture. Par exemple, dans Les Enfants de la vie ou Le Dernier Jasmin, qui sont mes deuxième et troisième romans, je me suis sentie beaucoup plus libre d'écrire sur le Liban et sur l'histoire du Liban, avec ma part d'imaginaire, avec mon choix. Je me disais, ok, c'est mon livre, j'écris ce que je veux, pour autant que je respecte évidemment l'histoire et l'objectivité, surtout quand on écrit sur l'histoire du Liban, mais quand même, j'écris ce que je veux. Donc si je veux que ce soit un personnage féminin libéré qui a des relations sexuelles avant le mariage, je vais le faire. Et je m'en fiche. Ça, je le sentais. Et je pense que si j'avais grandi au Liban, à moins d'être Joumana Haddad, peut-être que je raisonnerais pas comme ça. Peut-être que je me sentirais plus interdite d'écrire tel ou tel sujet. Ou d'écrire sur l'homosexualité, par exemple. Ce serait intéressant, tu vois, ça me donne des idées. Ce serait intéressant un jour d'aborder ce sujet-là dans un pays comme le Liban. Ouais. Enfin voilà, c'est en ça que je sens... mais ça va pas au-delà. Je me dis juste, j'ai de la chance de l'écrire depuis la France et parce que je suis française et libanaise. Peut-être que si j'étais juste libanaise, je pourrais pas. Mais... C'est intéressant, c'est effectivement là que tu vois la puissance de tout ce qui nous compose et de tout ce qui fait que, enfin, nos origines en fait, de là où on vient.
Tu sais, je sais pas pourquoi, mais du coup, je pense. Et en fait, je me rends compte qu'il y a parmi les auteurs que j'apprécie énormément, en fait, il y a Wajdi Mouahad, que je sais plus si on en a déjà parlé, mais moi, cet auteur, alors j'ai eu la chance de le rencontrer en plus, parce qu'il était directeur de la Colline à Paris, enfin bref, un concours de circonstances, mais j'ai des chances de discuter avec lui. Et je ne saurais pas décrire avec des mots cette rencontre, à quel point c'était... euh, je sais pas, et je crois qu'une très grande partie de ma vision de l'écriture vient de ce très court échange que j'ai pu avoir avec lui. Enfin, très court en plus, non, c'était quand même relativement long. Et c'est, ouais, dingue. Et je trouve que tu ressens ce côté très liberté, en l'occurrence, chez lui. Notamment, t'as un truc tout con, mais par exemple, moi, un livre que j'aime beaucoup, du coup, c'est Anima. Et dedans, t'as des chapitres qui font une ligne, tu vois. Ah ouais. Et alors, Ah ouais. au moment où tu te dis toujours, ah, mais quelle est la bonne taille de chapitre? Est-ce que ça va pas être trop long? Est-ce que ça va pas être trop court? Et moi, je sors toujours ce livre-là, tu vois, et je fais, regarde, là, il y a un chapitre qui fait 20 pages, et là, il y a une ligne. Et je trouve ça c'est génial. génial. Ça, en C'est termes génial. de. Ouais. Ça, c'est super. Ça me fait penser à un peu. Bon, alors, c'est pas dans le même style, mais un peu quand même. Un livre de Christy Lefteri, je crois, si je dis pas de bêtises. L'apiculteur d'Alep, qui est une merveille, ce livre. Et du coup, j'ai eu envie de copier l'idée, mais je le ferai pas. Elle finissait chaque chapitre par un mot qui était le même que celui qui commençait le chapitre d'après. Ah, j'adore. Une ponctuation. Et en fait, le Ah, premier j'adore. chapitre, c'est perturbant. Déjà, toi, tu te dis très humain, mécanisé, tu Une te dis, faute. ah, il manque un point. Mais non, pas du tout, il manque pas un point. Puis il y a une petite abeille, parce que c'est une histoire d'apiculteur, il y a une petite abeille qui, moi, je l'ai pris comme ça, qui te dit de voler d'une page à l'autre, quoi, et d'aller voir un peu plus loin. Ouais. Et donc, tu comprends. Et en fait, je me disais, mais c'est génial. C'est génial qu'elle ait pris cette liberté-là. Et du coup, ça me fait rebondir sur un autre truc, et je vais parler de Cynthia Raymond, parce que je suis en train de lire ce qu'elle a écrit en ce moment. Je me disais, alors hier j'étais dans le train et voilà, il y avait une dame à côté de moi qui, une petite grand-mère toute mignonne qui se dépatouillait avec toutes ses affaires. Tu sais, ce genre de petite grand-mère pas du tout moderne qui m'a demandé si elle pouvait emprunter mon cellulaire pour appeler sa fille. Un truc hors du temps. Et en fait, en fouillant dans ses affaires, elle allumait sans faire exprès son petit poste de radio, donc ça faisait un pshhh insupportable. Et je me disais, cette scène, elle mériterait d'être dans un roman. Je me suis dit, dans un roman de Cynthia Raymond. Et je la verrais bien écrire ça. Et je me suis dit, parce que, en fait, l'idée finale, c'était parce que Cynthia, elle saurait décrire le pshhh. Et ce que ça me fait ressentir. Que moi, je saurais pas le faire sur une page. Enfin, je veux dire, c'est pas juste écrire P-S-C-H-I-I-I-T. Enfin, il y a un truc qui va au-delà de la page. Bah, comme Christy Lefteri qui finit pas comme Wajdi Mouawad qui fait des chapitres d'uni. Il fait bien ce qu'il veut et ça marche. Voilà. C'est incroyable, ces exemples que tu cites, c'est exactement ça, tu vois, c'est, ok, l'écriture, il y a des règles, et puis en fait, une fois que tu les connais, tu fais ce que tu veux avec, quoi, et c'est tellement, ouais, c'est magique, en fait, c'est trop cool, on peut tout s'autoriser, on peut tout essayer, et voilà, et puis à la fin, il y a, voilà, voilà, tant qu'on kiffe aussi, c'est ça qui est important, quoi. Il y avait j'ai écrit donc tu vois la lettre de George Sand à je ne sais plus qui, j'ai un trou de mémoire. Oui, en plus j'ai eu une expo chez moi qui parlait de ça et j'ai oublié le nom. Ah, je vais me faire taper par ma mère si je suis pas capable de le retrouver. Je crois que c'est ça, mais bon. La lettre de George Sand, Ouais. je crois. On va faire une recherche rapide, mais je crois que c'est ça. J'étais en train de faire ça. Ah bah vas-y, comme ça je raconte. Donc il y a cette lettre hyper érotique et que moi je trouve une prouesse littéraire extraordinaire. Et un été, je me suis dit, je vais essayer de faire le même concept d'une lettre qui a 2 messages comme ça. Et Alfred de Musset, c'est ça? c'est ça. Ouais. C'est lui? Ok, super. Ouais. Voilà, c'est bon. Et je me dis, je vais essayer de faire ça, c'est trop marrant. Et en fait, je trouve l'exercice pas si difficile. Bah, à mon échelle, hein, enfin à mon niveau. Et donc je fais un poème qui sera dans un recueil qui paraît en septembre. Où donc j'ai cette lettre. Donc pour moi, il y a une partie en gras, c'est la première version à lire, puis une partie qui est pas en gras, la deuxième version à lire. Et en fait, je trouve ça hyper facile, hyper drôle. Et je me dis, c'est quand même trop marrant de faire passer 2 messages totalement différents dans un seul et même paragraphe. Et
enthousiasmée par le truc. Je me dis, bon, super, l'un des prochains ateliers d'écriture que je propose, à ce moment-là, je l'ai donné à Carnac, une bande de petites dames. Ce sera ça. Et en fait, quand je leur ai annoncé la consigne, l'idée, mais panique à bord, elles limite révolte, tu vois. Elles se sont dit, ça va être trop compliqué. C'est pas possible, on peut pas le faire. Donc, j'ai rebondi, tu vois, j'ai bien vu que c'était pas possible, c'était mon enthousiasme à moi qui était passé au-dessus et mon envie d'écrire comme je voulais, dans le sens que je voulais, mais que elles, ça leur parlait pas. Et donc on l'a pas fait au final. Mais voilà, pour revenir sur cette question de liberté, c'est bien la première fois où je me suis dit, bon bah, elles veulent pas, hein. Après tout, c'est leur choix aussi en atelier d'écriture de dire, bah non, on n'écrira pas ça. Et dans le même style. Oh, pardon. Vas-y, pardon. Non, dans le même style, du coup, la fois d'après ou 2 fois après, j'avais dit, bon, ok, je vais quand même me faire un petit clin d'œil perso. On va écrire un texte, mais qu'on pensait pas qu'on écrirait. Et ben, il y a une d'elles qui a écrit un texte, mais hyper grossier. Mais vraiment... hyper grossier, impubliable. Et on a ri parce que je lui dis, mais là, tu vois, tu prends toutes les libertés, ça te paraît hyper simple. Là où moi, ça me paraîtrait hyper compliqué d'écrire de cette façon-là. Mais voilà, pour revenir sur le concept de liberté d'écriture... Ouais, c'est cette question fondamentale de, ok, si je m'autorisais tout, qu'est-ce que je ferais en écriture, quoi. Et c'est là qu'effectivement, tu te rends compte que tu te connectes à ta partie très très instinctive, très naturelle, très dans le réflexe et alors là ça peut couler hein, fort et longtemps, quoi. C'est fou en vrai, c'est fou. Ce manuscrit dont personne ne veut, je l'ai écrit comme je voulais. C'est pas différent c'est mon petit plaisir de Juliette qui écrit ce qu'elle veut. Je l'ai écrit parce que je voulais raconter des destins de femmes pendant la guerre civile. C'est cru, c'est dur, c'est violent, mais je voulais l'écrire de cette manière-là, avec cette rage-là au fond du ventre. Et en fait, je dis personne n'en veut, j'ai eu des retours hyper constructifs sur la manière de le retravailler, de lui donner la bonne forme et tout ça. Mais en fait, moi, c'est cette forme-là qui me plaît, ce message-là qui me plaît, et je crois que j'ai pas envie d'en changer un mot. Et je crois que c'est pour ça que personne n'en veut, dans le sens où il est pas publiable, en fait. Pas en l'état, et peut-être que dans 2 ans, je serai prête à le retravailler, enfin voilà, mais... Pour le moment, ça me va bien de me dire qu'il est dans un tiroir, qu'il existera peut-être, mais qu'il existera sous mes conditions parce que je l'ai écrit de cette façon-là. Et que non, je vais pas changer telle scène parce que elle est un peu violente ou... c'est trop important, parfois. Sincèrement, c'est aussi quelque part cette congruence avec la raison pour laquelle tu l'as écrit, tu vois. Quand tu dis c'est trop important, ça veut dire qu'ok, il y a des concessions que t'es pas prête à faire et quelque part t'en acceptes aussi la conclusion et c'est bon, bah voilà. Et le mieux, c'est d'être à l'aise avec ça, quoi. Là, j'entends aussi que voilà, le plus important, c'est que ça reste l'intention initiale que t'avais, donc c'est ça le plus touchant, je trouve. Et c'est pour ça que... Et puis il trouvera un jour... Ouais, on verra. Là, c'est le moment où après tu fais confiance à la vie, tu vois. Oui, de toute façon, c'est pas son moment. Enfin, je me sentirais pas de publier un truc comme ça maintenant, mais c'est vrai que ce texte-là, je l'ai écrit sans intention. Enfin, c'est pas sans intention de publication, c'est plus, je l'ai écrit parce que je voulais le sortir de cette façon-là. Et après, il devient ce qu'il devient, mais... Et je trouve ça important, comme tu disais, d'accepter la conclusion, parce que finalement, ça revient à « Ok, mais c'est ma liberté d'autrice. » Ça me fait venir une question que je me permets de te poser. Ce livre-là, du coup, que tu déposes aussi parce que tu sens que c'est comme ça que tu dois l'écrire, qu'est-ce qui t'a appris sur toi, tu vois? Parce que du coup, c'est forcément quelque chose de aussi très... probablement personnel et où tu mets aussi beaucoup de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as compris sur toi ou que t'as découvert en écrivant ce manuscrit? Je pense que c'est de me prouver que j'étais capable d'écrire quelque chose de très différent de mon premier roman, qui est quand même une histoire familiale et personnelle, et quelque chose de beaucoup moins polissé, entre guillemets. D'ailleurs, j'ai une copine qui l'a lu, qui lit tous mes textes et qui me donne un avis de copine, donc un avis de j'achète un livre et il me plaît pas. Qui m'a dit, je pensais pas que tu pouvais écrire des choses aussi dures. Enfin, je croyais pas que c'était toi qui écrivais ça. Et ça, c'était
je voulais sortir ce qu'il y avait de violent en moi. Ouais, je pense que c'était ça. Ça m'a appris que j'avais de la violence en moi qui s'exprimait heureusement par des mots et que j'étais capable d'en faire quelque chose de beau, en tout cas à mes yeux à moi, visiblement aux yeux de Chloé, mais à mes yeux à moi, de me dire ok, il y a de la violence en moi, mais c'est pas de la violence, comment dire, c'est pas de la violence qui me dégoûte. C'est bien si elle s'exprime comme ça chez moi. Je pense que c'était ça l'enjeu. Ah, c'est beau, j'entends le violence, colère, donc il y a aussi ce truc de venir déposer l'émotion de manière quelque part saine, tu vois, en la traversant, et l'écriture est assez fascinante dans ce qu'elle permet au niveau des émotions. C'est assez dingue. Parce que ça libère, c'est fou. C'est un shot d'endorphine, hein. Enfin, moi je le ressens vraiment, c'est comme après un footing, c'est comme ou n'importe quel sport, mais une plénitude qui est d'ailleurs inversement proportionnelle à la frustration de quand t'as pas pu écrire ce que tu voulais ou comme tu voulais. T'as un up et un down. C'est ça. Mais bon, ça c'est toujours, tu vois, à chaque fois j'ai une phrase de Jack London qui me revient, qui est qui se soucie des fleurs quand elles fleurissent tout le temps. Et tu vois, ça me rappelle à chaque fois que ouais, mais tu vois, pour avoir ce frisson parfois qui te prend en disant putain, mais c'est dingue ce qui vient de se passer. Et bah forcément, il y a des moments où c'est un petit peu moins dingue ou un peu plus téléphoné, où tu te surprends pas vraiment toi-même. Et d'ailleurs, tu vois ça, voilà, tu vois, je fais le lien. Ça, c'est Wajdi qui me l'a dit. Il m'a dit l'écriture, c'est surprendre tout le temps. Se surprendre. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Oui. Ah, c'est beau. Il y avait une partie pour pas te parasiter trop ton temps, mais je sais que tu écris aussi beaucoup de poésie et je voulais quand même te poser une question un peu sur la poésie. Qu'est-ce que ça avait différent de l'écriture? Qu'est-ce que ça te permettait toi? Enfin bref, voilà, de te lancer un petit peu sur la pratique de la poésie. Ouais. Alors en vérité, j'en écris pas beaucoup. C'est plus que enfin, j'en écris, mais c'est plus que un jour. Alors il y a eu deux choses en même temps. Il y a un jour, on m'a dit c'est hyper poétique ce que t'écris. Chose que moi je ne vois pas dans mes écrits. Ah si, des fois je suis hyper fière, je me dis cette phrase est très belle, voilà, mais je me disais pas que c'était poétique. Pour l'avoir lu et m'être fait la réflexion pour d'autres auteurs, je me dis si c'est ça, effectivement peut-être que je sais écrire de la poésie. Et à peu près à cette période-là, mon éditrice chez Steren, Paloma Gressien, elle me dit, je sais pas pourquoi elle me dit ça, on était à un salon ensemble, sans doute que je vendais bien, tu vois, enfin, et elle me dit pour la blague, si t'écrivais un recueil de poésie, ça se vendrait comme des petits pains. Et du coup je lui dis deal, j'ai plein de poèmes moi dans mes tiroirs, plein de petits bouts de trucs que j'écris comme ça, que j'écris quand on en avait parlé en courant, la plupart du temps. Et je dis ok, je vais en faire un recueil. Et en fait, je me suis rendu compte que donc j'en avais écrit beaucoup, mais que c'est pas j'en écris beaucoup, j'ai même pas l'impression que je les écris, je sais pas comment dire, et c'est plus dans ma tête qui sont ces poèmes. Et je les ai regroupés et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi, ma manière dont je vois les choses, c'est j'écris plutôt des petites histoires sous la forme, enfin en vers libre, sous la forme de poésie. Et que c'est une autre forme d'épanouissement littéraire, je trouve. Ça me donne l'impression, tu sais, d'être capable de frapper très fort avec très peu de mots. Ouais, parfois c'est fou. Voilà. Je sais pas si c'est ce que je fais, mais de chercher à faire ça. Et mon éditrice, elle a mis 1 an et demi à me donner une réponse pour ce manuscrit. Notamment parce qu'il aborde. Alors, maintenant, je suis partie un peu dans autre chose, mais j'ai eu toute cette période de écrire sur le Liban, la guerre, la Palestine. Enfin, je suis hyper touchée par ces causes-là. Et le retour commercial de ce manuscrit, c'était c'est trop dur pour le monde actuel, en gros. On va pas publier ça, les gens vont être tristes. Et moi, j'ai dit à Paloma, mais attends. Vous n'avez pas compris l'intention en fait. C'est pas un recueil pour être triste, c'est un recueil qui est là pour se défendre, je veux que ce soit beau. C'est de nouveau toute cette rage, peut-être moins cette violence, mais toute cette rage que je peux avoir en moi parfois, qui s'exprime par les mots. Je crois que je me mets jamais en colère. Donc, ça sort sur le papier. Donc, mon rapport à la poésie, c'est celui-là. Court, percutant et qui vient toucher au bon moment. Du coup, j'en lis beaucoup de la poésie pour le coup.
Et il y a des recueils qui me touchent pas, mais parce que je sais que c'est pas le moment. Qu'il y a une affaire aussi, je pense, de... Ouais, c'est émotionnel, c'est trop émotionnel. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que, en fait, c'est ce qui m'a toujours fasciné dans la poésie, c'est le. Il y a quelque chose de comme, c'est comme si c'était pas très précis, tu vois. Comme il y a très peu de mots, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation, à l'imagination, à la compréhension. Et donc, en fait, un poème que tu lis aujourd'hui, tu peux ne pas du tout le prendre, ne même pas le comprendre, ou même te dire, mais vraiment, je vois pas du tout. Et puis un autre jour, dans un autre état émotionnel, avec une autre histoire de vie, te le prendre et puis presque en pleurer, quoi. Et même carrément en pleurer parfois. Ouais. Et c'est ça qui est assez fou dans la poésie. Et Ah oui, oui. ouais, t'as raison, c'est très dépendant aussi de. Ouais. Et tu vois, je pensais que je n'avais aucune sensibilité à la poésie classique. Parce que j'en ai jamais vraiment lu, à part ce qui est obligatoire à l'école, quoi. Et dans la collection Stéréane Édition, il y a de la poésie classique. Et je me suis surprise à aimer ça, à aimer le côté carré, rythmé, obligatoire. Et il y a une autrice, c'est Floriane Joseph, elle écrit un peu des deux, des vers libres et aussi des vers très, je dis très carrés parce que même quand elle en parle, les quadratins, enfin moi c'est pas, ça me parle pas, mais quand elle en parle avec tellement d'enthousiasme que ça donne envie d'avoir cette technique poétique là. Et je pensais que la poésie classique très cadrée, très carrée comme ça, elle me toucherait pas. Et en fait, si. De nouveau, ça dépend des moments, mais si. Et tout autant que des vers libres ou que des haïkus, c'est très court les haïkus, qui vont te transcender, tu sais pas pourquoi, mais c'est parce que la phrase elle est formulée comme ça. Et je trouve qu'il y a un côté aussi inaccessible, et c'est bien, moi j'aime bien l'idée qu'il y a de la poésie inaccessible. Il y a une poétesse en particulier, mais que je ne citerai pas, que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'elle écrit, je ne comprends pas. Déjà, il y a des mots qu'elle emploie que je ne comprends pas, parce que je ne les connais pas, et je ne comprends pas où elle va en venir. Et c'est hyper frustrant. Et je me dis, il faut que j'attende le bon moment. Et à un moment donné où je vais entrer dans ça. Mais c'est sa poésie à elle et sa complexité, je sais pas, cognitive à elle. Enfin, c'est fascinant. La poésie, c'est vraiment... c'est encore autre chose que l'écriture de... Enfin, évidemment que c'est autre chose que l'écriture de roman, mais c'est encore un ménage interne. Ouais. C'est assez fascinant. Moi, tu vois, ça m'intrigue énormément. Et quelque part, il y a un truc, j'ai l'impression que c'est presque... tu peux presque t'autoriser encore plus de mystère, tu vois, d'incompréhension. Laisser le lecteur beaucoup plus en doute, Ouais, je sais pas, il y a un truc très mystérieux, je trouve. Ouais, bah c'est comme si ça faisait partie du jeu. T'as pas compris? C'est normal, c'est pas pour lui. C'est normal. Moi non plus, j'ai pas compris, hein, mais voilà. T'inquiète. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais ça peut arriver. Mais il y a un truc. C'est le fameux truc quand t'es ado, qu'on te fait lire des poèmes, par exemple en français au lycée, et que on t'explique que voilà, l'auteur, il a utilisé ce mot-là pour faire penser à ci, à machin. T'as toujours ce truc de dire ouais, est-ce qu'on est sûr que l'auteur il a vraiment pensé à ça? Et bah moi j'aime à croire que parfois oui, mais parfois pas du tout évidemment. Mais c'est ça qui est génial. Mais c'est sûr que oui. Enfin moi j'en suis persuadée. Toutes les analyses de texte, moi j'allais même jusqu'à me dire il est gentil le prof de français, mais ça reste son avis. Ouais, oui, bon, vrai. Après, c'est peut-être que c'est son avis qui est partagé par plein d'autres gens, mais oui. Ben, je pense que c'est pareil, hein, je pense que ça fait partie et de la liberté de l'auteur, et de ce truc un peu de l'image un peu fantasmée qu'on a de l'auteur, tu sais, tout seul dans son bureau, qui écrit des trucs incompréhensibles, avec lequel presque t'as pas envie de discuter parce que t'as peur de se sentir con. Il y a ce mystère-là qui reste dans la poésie, ce mythe-là, alors que je trouve chez les romanciers, on se rend bien compte qu'il y a tout un tas de romanciers différents et que on trouve bien sûr. Un roman qui nous parle. C'est ça aussi qui est bien et qui ouvre le champ des possibles et qui permet à d'autant plus de monde de s'autoriser l'écriture aussi, tu vois. Mais ouais, effectivement le poète un peu torturé qui vit dans une vieille bicoque en haut d'une montagne. Mal rasé, qui fume une cigarette et qui boit son shot de whisky le matin dès qu'il se réveille. Et qui écrit sur la brume. Ouais, voilà, le mystère de la brume. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un truc qui a une image qui
qui reste, quoi, et qui est pas forcément évidente à déconstruire. Je suis pas sûr qu'il en reste beaucoup des auteurs ou des poètes comme ça aujourd'hui. Mais ça a la vie dure comme image, ouais. Ouais. En tout cas, sur le marché de la poésie à Paris, pour y être resté 5 jours, il n'y en avait pas. Enfin, c'était vraiment de la poésie sous toutes ses formes, modernes, dépoussiérées. Enfin, c'est génial, en fait. Puis la poésie, c'est pas juste à l'écrit. Pour le coup, le stand de Steren, il était juste en face de la scène. Donc on a eu c'était génial. On a eu toutes les lectures. Les poètes sont quand même habités par leurs mots. Enfin, il y a un côté théâtral, scénarisé qui est... Enfin voilà, c'est vraiment encore d'une autre façon au-delà du roman et... La magie des mots, quoi. C'est vraiment la poésie est vraiment l'incarnation de ça, quoi. Et puis ouais, c'est dingue. C'est dingue. Pour reboucler sur Naples quand même, oui. pour lui redonner à la fin la parole. Qu'est-ce que tu peux me raconter de un peu loufoque sur l'écriture de ce livre ou sur ce livre? Alors le truc que tu dirais pas forcément, mais en fait qui est un peu une anecdote, quoi. J'en ai une. Ouais, j'ai bien une anecdote. Je sais que le premier jet que j'ai envoyé à mon éditrice, donc le premier jet, c'était les 2 tiers du roman. Je sais qu'elle a eu peur parce qu'elle n'y a pas trouvé l'émotion. J'en dirai pas plus, mais je le sais. Virginie, si tu m'entends. Non, mais je sais qu'elle a eu peur de se dire ok, on a tous les ingrédients, mais le gâteau pour le moment il est pas bon. Dans le sens où il est mangeable, mais il n'y a pas ce truc d'émotion. Et moi, dans mon fort intérieur, je savais que je lui rendais quelque chose de très mécanisé comme ça, mais qu'il fallait qu'elle s'y fasse en gros. C'était comme si je définissais les règles du jeu, parce que ça viendrait après, quand j'allais relire. Là, mes personnages, ils allaient prendre vie. En fait, j'ai pas osé lui dire au début, mais elle avait l'air de beaucoup plus connaître les personnages que moi, et moi, ils étaient pas incarnés encore dans mon esprit. C'était juste les pions qui me permettaient de poser l'intrigue. Et voilà, je suis contente d'avoir su qu'elle avait ressenti ça. Évidemment qu'elle ne m'a pas dit il manque l'émotion, ça va pas, j'ai peur. Non, elle m'a fait un super retour, hyper constructif et tout ça, en me disant... maintenant il faut qu'on y aille sur la psychologie des personnages pour embarquer le lecteur et ça. Hyper constructif, voilà, mais j'ai su qu'il y avait eu ce retour là et voilà, je sais quoi en faire parce que je connais mieux mon fonctionnement grâce à ça aussi. C'est une très belle leçon, notamment pour ceux qui attendent du premier jet d'être parfait, comme s'il fallait plus le toucher, et ça met une pression monstrueuse, alors que quand tu sais que il y a la deuxième passe où tu vas pouvoir venir polir, ajouter de la profondeur et de la nuance, etc. C'est important. Comment toi tu t'es habitué à faire ça? Comment tu l'as découvert ton fonctionnement en fait? C'est vrai que j'aurais pu pas poser cette question. Je sais pas trop, mais je pense à travers cette expérience-là parce que jusque-là, j'écrivais un manuscrit, je l'envoyais et puis on me proposait de le retravailler de telle et telle manière. Mais là, en fait, l'éditrice, elle est pas dans ma tête. Elle peut pas savoir que moi j'ai pensé que je ferais ça après, et moi j'ai pas pensé à lui dire non plus. Alors j'avais pas osé lui dire que mes personnages n'étaient pas incarnés. Puis il y avait aussi mais oui, j'aurais dû commencer par te dire que j'allais fonctionner comme ça. Donc ça m'a appris moi-même à ce moment-là, je pense, sur mon fonctionnement à travers cette expérience-là, de se dire. En fait, elle peut pas savoir où je vais. Et effectivement, à réception de ce texte-là, si ça se trouve, elle va se dire, mais c'est pas du tout ce qu'on s'était dit. Alors, c'est pas le cas, hein. Mais j'ai pris aussi conscience de l'enjeu. C'est-à-dire que l'éditeur, et c'est pas juste, j'ai bien aimé un texte, je vais le publier. Derrière, il y a un enjeu pour lui aussi, en fait. Il a pas la maîtrise de ce que l'auteur va produire. Et pour boucler cette anecdote-là, quand j'ai envoyé donc elle m'a dit écris jusqu'à la fin, tu vas voir, à mon avis ça va bien aller. Effectivement, je me suis éclatée sur la fin, je l'ai écrit parce qu'on avait eu cette discussion aussi et que j'avais déjà rendu ce premier jet. Puis elle m'a dit et puis après tu le réécris à la lumière de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, donc en pensant on incarne les personnages, émotion à faire passer au lecteur, tout ça.
Et je lui ai renvoyé au bout d'un moment. Et j'ai su, de nouveau, par le même petit procédé, qu'elle adorait. Et donc, je me suis dit, ok, la boucle est bouclée. Je peux respirer. Mais il faut que j'y pense. Que c'est bien que l'auteur soit rassuré quand il écrit, c'est bien que l'éditeur soit rassuré sur ce que l'auteur entreprend et comment il fonctionne. Parce que, ouais, effectivement, je peux comprendre. C'est comme si je lui avais envoyé un texte, tu vois, en disant émotion Anita ou ressenti Léon. Enfin, c'est bien, mais elle a rien en fait. En l'état, elle a rien et elle voit pas dans ma tête. Donc, voilà. Ça en dit long aussi sur comment fonctionne tu vois, le processus quand tu es avec quelqu'un, en l'occurrence là en co-construction, comme tu disais. Effectivement, voilà, c'est tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'information, et donc réussir c'est toujours l'enjeu de la communication quelque part. C'est ça. Et quand ça match, c'est génial. On se les dit beaucoup à la fin. Enfin, on se les dit beaucoup. On est content de ce qu'on s'est dit au début. On le retrouve à la fin de l'aventure, et ouais, ça a marché. En tout cas, on est content d'arriver à ce résultat-là. On s'est comprise et ça nous plaît. Et ouais. Non, c'est un sacré défi. Pour quelle raison un balcon à Naples? Alors, parce que déjà, je trouvais ça trop beau comme titre. Les fameuses phrases où je me dis, oh, c'est trop beau. Un balcon à Naples, voilà, quand je réfléchissais à mes titres. Et parce que, mais je pense qu'il n'est pas venu comme ça dans ma tête pour rien. Parce qu'en fait, j'ai découvert une anecdote en faisant mes recherches. Donc, les Napolitains, pendant les 4 jours de l'insurrection, ils sont soulevés contre les Allemands de toutes les manières possibles. Je me figure vraiment ça comme... Ok, ils ont pas réfléchi, leur ville est attaquée, ils la défendent et ils vont la défendre de toutes les façons possibles. Donc il y avait des enfants aussi qui œuvraient. Donc t'imagines des gamins avec leurs jouets par exemple, essayer de se défendre. Enfin, ça paraissait assez lunaire comme ça. Et il y a une dame qui s'est dit qu'elle allait balancer tout ce qu'elle pouvait de son balcon sur les Allemands pour les ralentir. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais jamais de la vie je ferais ça. Je me vois très mal, j'ai habité à Paris pendant longtemps, je me vois très mal me débarrasser de mes affaires personnelles pour lutter contre les Allemands. Et en fait, ce que fait... Alors, pour pas trop en dire, parce que du coup, l'anecdote, elle est dans le livre, mais elle a balancé un objet improbable de son balcon. Et en fait, elle a assommé des Allemands comme ça. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas la seule à avoir fait ça. Toutes les femmes, au moment où les hommes étaient un peu planqués parce qu'il y avait le service du travail obligatoire, toutes les femmes ont fait ça. Et donc, dans la liste, t'as des vêtements, des pots de fleurs, des ustensiles de cuisine, de l'électroménager. Enfin, elle balançait tout ce qu'elle pouvait. Et je trouve ça super. Et donc, je voulais un clin d'œil à cette anecdote. Et je me dis aussi que moi, quand je pars en vacances et que j'arrive dans un nouveau lieu, je me mets au balcon, à la fenêtre, pour épouser un peu le paysage. Ouais. Et voilà, c'est la première immersion, quoi. Te sentir chez toi... dans ce nouvel endroit parce que tu as regardé par la fenêtre et que tu te dis oh, waouh. C'est moi tu vois, c'est exactement ça qui m'est venu. Je trouve que le balcon, il y a un côté très ok, je vais pouvoir découvrir un peu la ville, parce que tu as forcément qui dit balcon dit vue un peu par-dessus, et puis je sais pas, tu as un côté aussi un peu découvrir un peu plus en intimité, parce que t'as des conversations qui t'arrivent, tu vois le bruit de la rue en bas, quelle que soit l'heure, et donc il y a un truc vraiment de plonger dans l'intimité d'une ville quand t'es à son balcon. Et effectivement, je le trouve encore une fois, tu vois, je le trouve simple mais extrêmement beau comme titre. Et je trouve qu'on saisit, tu vois, tu disais ok, bah faire découvrir aussi Naples, et pour le coup ça fait, alors ça, c'est vrai que la phrase je l'ai pas relu, mais dans cette ville où le passé ne meurt jamais, Anita s'apprête à découvrir que les archives les plus précieuses ne se trouvent pas toujours dans les bibliothèques, mais dans le cœur de ceux qui se souviennent. Et je trouve que ça fait le penchant aussi, tu vois. Le balcon, c'est très ça, t'as accès à quelque chose que... Ouais, t'es déjà dedans. Ouais, exactement. Et ouais. Elle vient pas de moi. Je salue les éditrices pour ça. Et juste un petit clin d'œil à Beyrouth, parce que ça veut bien boucler la chose. Tu sais, sur les balcons napolitains, il y a du linge qui sèche, qui sent bon et tout ça. Et il y a la même chose. Il y a la même chose à Beyrouth, mais je pense qu'il y a la même chose dans beaucoup de villes où on peut faire sécher son linge dehors. Et je trouve que là aussi, il y a un côté très très intimiste. Je me souviens d'une vue, c'était dans les 5 terres,
en Italie, où je suis sur le balcon et en fait, je vois la vue qui est devant moi, mais ce qui m'attire l'œil, c'est le linge sur le balcon du dessous, où c'était des sous-vêtements et je me disais, j'avais oublié qu'on faisait ça ici. J'ai accès quand même là à des informations sur les voisins du dessous. Il y a qu'ici que je vois ça, tu vois. Ou encore une fois, ça marche à Beyrouth aussi parce que tu vois les sous-vêtements des voisins qui sèchent. Mais je me suis dit, il y a vraiment ce truc, c'est hyper typique, ça doit jamais se perdre. Enfin, j'espère que ça se perdra jamais. C'est trop marrant. Ça je trouve que c'est une... Ouais. C'est vrai, c'est marrant, ça te donne un accès à une intimité que t'aurais pas d'habitude, quoi. Mais bien sûr, mais oui. Ouais. Ah, c'est fou. Merci beaucoup, Juliette, pour être venue de parler de Naples et puis de ton rapport à l'écriture et de tous ces partages très inspirants. Merci à toi, c'était cool. C'était, franchement, ça donne presque envie d'aller à Naples, surtout, tu vois. C'est un peu le but, hein. J'espère avec ton livre dans la valise. Il y a une lectrice qui l'a fait, c'était trop chouette. Du coup, elle m'envoyait des photos, Non, c'était, Ah, ça fait un beau... la force de la collection, je trouve. D'avoir vraiment l'impression d'avoir un petit compagnon, une mini-ville, quoi, avec toi. Merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits et mieux le monde se porte. À très vite. Ose écrire.